Ok, bon, je pense que c'est bon. Du coup, bonjour à tous pour ceux que j'ai pas encore eu l'occasion de voir. Ce soir, je vais vous présenter comment transformer votre serveur de fichiers qui est censé être on-premise pour le moment et le transformer dans un service Azure, notamment dans un stockage, dans un compte de stockage Azure, et comment gérer les permissions NTFS et de partage de fichiers avec votre Active Directory et votre synchro dans Azure Active Directory. Donc là, si vous voyez bien mon écran, donc pour vous parler un petit peu de l'architecture que j'ai mis en place, dans un premier temps, au niveau AD, j'ai un Azure AD qui est synchronisé via un AD Connect avec, avec mes contrôles de domaine qui sont on-premise. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai synchronisé les identités, sur tous les comptes utilisateurs. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Sur tous les comptes utilisateurs. Donc, je vais me servir d'une identité unique entre mon AD on-premise et mon AD qui est dans Azure, donc mon Azure AD. En gros, donc voilà mon AD on-premise, donc un AD classique, hein, donc il y a des comptes machines, des comptes utilisateurs qui sont ici, des comptes de service, des comptes SA, etc. Donc j'ai synchronisé avec Azure AD Connect la partie account ici pour synchroniser donc l'ensemble de mes comptes utilisateurs qui sont dans mon AD on-premise avec Azure AD. Donc ça c'est la seule chose que j'ai fait jusque là pour avant de commencer ce petit meetup. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer donc un compte de stockage qui va nous permettre donc de stocker des fichiers. Et dans ce compte de stockage, on va créer des partages et on va le configurer pour qu'il soit intégré dans le contrôleur de domaine qui est on-premise et se servir de ce compte de stockage comme un serveur de fichiers classique, sauf que ce serait un compte de stockage qui est dans Azure. Petite chose aussi que j'ai oublié de vous indiquer en termes d'infrastructure, j'ai établi un VPN site à site entre mon infrastructure qui est on-premise et Azure. Donc j'ai un réseau virtuel qui est interconnecté avec mon réseau qui est on-premise pour avoir un bon transfert de données entre ce qui est dans Azure et les contrôleurs de domaine qui sont on-premise. Donc une fois que tout ça est intégré, donc qu'est-ce qu'on fait? On crée simplement un compte de stockage. Donc on l'appelle, on recherche un compte de stockage en storage account. Actuellement, ce que je vais vous montrer n'est pas disponible dans la région Ouest US, mais maintenant c'est disponible dans toutes les autres régions parce que c'est encore en preview. Depuis cette semaine, c'est disponible en West Europe et en North Europe. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon compte de stockage en West Europe pour avoir accès à la preview qui me permet d'intégrer le compte de stockage dans mon contrôleur de domaine qui est on-premise. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On spécifie donc un resource group comme d'habitude. Donc, je vais me mettre dans un resource group qui s'appelle Azure File. Je vais donner un nom à mon compte de stockage, donc quelque chose d'unique, en minuscule et avec des chiffres et des lettres. Je vais mettre allez, 5Z, puisque j'en ai avec 3 et 4Z, et Azure File. Vous choisissez un emplacement géographique, un niveau de performance. Donc, j'imagine que pour du serveur de fichiers standard, ça suffit largement. On va pas mettre des disques NVMe enfin des disques SSD pour du fichier. Donc, tant que le niveau de performance soit acceptable pour l'utilisateur, on va rester en standard. Ça nous permet d'économiser sur la facture. Vous choisissez bien Storage V2. Et enfin, vous choisissez un niveau de réplication. Donc là, ce qui nous intéresse surtout, c'est entre LRS et GRS pour ce cas d'usage. LRS, en gros, c'est que les données sont répliquées 3 fois au sein du data center que vous choisissez, donc de la région que vous choisissez. Si vous choisissez GRS, vous aurez 3 fois la donnée dans l'emplacement géographique que vous avez choisi, plus 3 fois la donnée dans un autre emplacement géographique qui est lié à la région que vous avez choisie. Donc par exemple, si je choisis West Europe et que je choisis GRS ici, les données seront automatiquement répliquées en North Europe. Donc je vais choisir quelque chose de basique, je vais choisir LRS, sachant que ça, plus tard, on va pouvoir le changer si on le souhaite. En niveau d'access tier, je vais choisir hot, parce que les données seront fréquemment changées, parce que c'est un serveur de fichier, donc il faut s'imaginer qu'il y a plusieurs personnes à la fois qui vont modifier les données, donc je vais choisir hot pour optimiser pareil la facturation. Au niveau réseau, il y a des choses qui sont intéressantes, notamment le fait de pouvoir accéder au compte de stockage depuis un réseau spécifique. Donc, si on choisit Public Endpoint, on va avoir une URL publique pour le compte de stockage, et ce compte de stockage sera accessible depuis n'importe où. Si vous choisissez Public Endpoint C18 Networks, il sera accessible uniquement depuis les réseaux virtuels que vous aurez choisis.
Et si vous faites private endpoint, vous allez créer une adresse IP privée dans le réseau virtuel Azure pour que ce compte de stockage soit accessible depuis une adresse IP au lieu d'une URL Microsoft. Donc pour le moment, pour simplifier la chose, je vais le laisser en public endpoint. Ensuite, vous avez deux options qui sont intéressantes ici. La première partie, c'est sécurité. En laissant sécurité à activer, vous allez vous assurer que le trafic SMB, donc le trafic du partage de fichiers, va être chiffré par le serveur. Donc on force le serveur à demander, à négocier avec le client que le protocole SMB soit chiffré. Donc pour que ça fonctionne, il faut une version de Windows 10 8.1 ou supérieur. Bon, maintenant, vu qu'on est quasiment tous en Windows 10, j'imagine, ça pose pas de problème. Donc, il faut bien vérifier que cette option est bien activée pour pouvoir profiter du chiffrement du trafic SMB. Autre option qui est intéressante, si vous avez des besoins de gros fichiers, c'est l'activation des large file shares qui permet de supporter des fichiers jusqu'à 100 Tera. Donc là, c'est vous l'activez ou vous l'activez pas en fonction de vos usages. Donc là, je vais rester quelque chose de simple, je vais laisser à désactiver. Bon, ensuite, je clique sur Review and Create et ça me permet donc de créer le compte de stockage. Donc ça devrait prendre 1 minute ou deux pour créer le compte de stockage. Ensuite, ce qu'on va faire en termes d'implémentation, on va lancer quelques scripts qui sont fournis par Microsoft qui vont nous permettre de prendre ce compte de stockage et de lui créer un compte ordinateur dans l'Active Directory on-premise pour pouvoir faire par exemple du Kerberos sur ce compte de stockage et donc faire des permissions NTFS qui seront dans le partage de fichiers. Donc, si je vais dans mon compte de stockage qui est dans le ressource group Azure Files, qui n'est pas encore apparu, pour gagner du temps, je vais cliquer ici. Si vous allez ici, vous allez dans Configuration. Il y a deux configurations qui sont liées à l'identité. La première, c'est l'identité basée sur Azure Active Directory Domain Services. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Azure, l'Azure Active Directory permet de faire de l'authentification pour de l'application web moderne avec des tokens SAML, par exemple, ou OAuth. Si vous voulez faire du NTFS, vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'Azure AD, puisqu'il n'est pas capable de délivrer des tokens Kerberos ou NTLM. Donc, il va falloir un vrai contrôleur de domaine, qu'on a l'habitude d'avoir on-premise. Et donc, il y a un service en mode pass qui existe dans Azure, qui s'appelle Azure Active Directory Domain Services, qui va se synchroniser automatiquement avec Azure AD et qui permet de délivrer des tokens Kerberos et NTLM. Le seul problème de ce service, c'est qu'on ne peut pas l'intégrer à un domaine existant. Il faut le considérer un petit peu comme une autre forêt. Et il n'y a pas de relation d'approbation qui est encore possible. Ça devrait arriver, mais ce n'est pas encore le cas. Donc pour le moment, ce service-là, pour moi, il n'est pas vraiment utilisable. Et je vais préférer plutôt m'appuyer sur la deuxième option, sur l'intégration du compte de stockage dans l'Active Directory. Donc comment on procède? Il y a 3 scripts à lancer, en fait. Donc ces scripts, je ne les ai pas inventés, je les ai pris sur la documentation de Microsoft, que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui est ici. Donc, je vais aller sur mon serveur qui est on-premise, ici, et j'ai 3 scripts. Donc le premier, que j'ai appelé Join SA, comme Join Storage Account. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, déjà, il paramètre la politique d'exécution des scripts à une restricted parce que les scripts que je vais exécuter proviennent d'Internet. Donc, vu qu'ils ne sont pas signés, ils ne s'exécuteront pas sur la machine si je ne mets pas cette option. Ensuite, j'ai téléchargé un module PowerShell qui s'appelle AZ Files Hybrid, qui est fourni par Microsoft et qui est téléchargeable depuis GitHub. Ici, donc on retrouve les scripts. Je les ai téléchargés sur mon serveur. Et donc, ce GitHub, vous pouvez le retrouver sur la documentation de Microsoft aussi. Donc, j'ai téléchargé les scripts et je les ai mis sur C2. Ctemp et dans AZ Files Hybrid. Donc, on retrouve les scripts ici. Donc, dans le script, après, je me dirige dans ce répertoire et je lance le script copy to pspass.ps1 qui va permettre de copier le module PowerShell AZ Files Hybrid au bon endroit sur le système pour que je puisse l'importer par la suite via la commande import module. Ensuite, je me connecte à mon compte Azure. Je choisis le bon abonnement, donc via l'ID de souscription. Et ici, je vais spécifier plusieurs paramètres pour joindre mon compte de stockage à mon AD on-premise. Première chose, je vais spécifier le resource group. Donc ici, on avait dit Azure Files. Je vais spécifier le nom du compte de stockage que je viens de créer. Donc il me semble que j'avais mis 5Z5
Azure File derrière. Vous choisissez de créer un compte ordinateur dans l'OU Azure Files. Donc ici, j'ai créé une OU où il y a déjà un compte de stockage qui est intégré au domaine, qui s'appelle WVD Profile SA. Donc celui-là, je m'en sers pour mes profils, pour mon lab Windows Virtual Desktop. Donc j'ai créé une OU dédiée pour ces comptes ordinateurs qui correspondent au compte de stockage Azure. Donc je vais lancer ce script. Alors pour lancer ce script, en amont, il faut installer les modules Azure, les modules PowerShell Azure. Donc pour installer les modules PowerShell Azure, c'est install module AZ, et ça permet d'importer tous les modules PowerShell Azure. Donc je vais lancer ce script. Qui va me demander de m'authentifier normalement. J'ai bien dit normalement. Voilà. Donc je spécifie mon login et mon mot de passe, admin de la subscription Azure. Donc là, il a bien récupéré mon abonnement, et maintenant il va intégrer donc le compte de stockage dans mon AD, via la commande join AZ storage account for us. Voilà. Donc si je retourne dans mon AD, maintenant je dois retrouver mon compte de stockage. Il est ici. Deuxième étape, il faut lancer ce petit script, configurer ça pour configurer le compte de stockage dans Azure pour fonctionner avec mon AD on-premise. Donc comme tout à l'heure, je respécifie mon ressource group, donc j'ai appelé Azure Files, je respécifie mon nom de compte de stockage, donc je l'ai appelé 5Z Azure File, je spécifie mon nom de domaine, mon nom NetBIOS du domaine on-premise, le nom de la forêt, le GUID du domaine, le SID du domaine et le SID du compte de stockage qui est intégré dans mon domaine on-premise. Comment je récupère ces informations? Première chose, je tape get AD domaine et je récupère les 3/4 des informations ici. Donc on va retrouver le nom NetBIOS qui est là. On va retrouver le nom de la forêt qui doit être un peu plus haut, ici, et le nom du domaine d'ailleurs. On va retrouver le GUID du domaine qui correspond à Object GUID ici. Et on va retrouver le domaine SID qui se trouve, je vais le retrouver ici, domaine SID. Et enfin, pour avoir le SID du compte de stockage, c'est une commande PowerShell toute bête aussi. Je fais un get AD computer. Je mets identity et je mets le nom de mon compte de stockage. Et donc là, on a le SID de ce compte de stockage. Donc je vais le copier. Et je vais le copier ici. Voilà. Donc j'enregistre ce script et je le relance. OK. Et enfin, pour vérifier si ça a bien fonctionné, il y a un troisième script qui s'appelle verify SA qui doit vous retourner les informations. Donc là, pardon, je retourne sur, je respécifie mon ressource group, donc Azure Files, et je respécifie mon nom de compte de stockage qui s'appelle 5Z Azure Files. Donc là, j'exécute et il me retourne les informations, c'est que ça a fonctionné. Si maintenant je retourne dans mon Azure, ça, on s'en moque, et je vais dans configuration, il n'a pas encore affiché, mais l'information ici, elle va changer. Donc je vais rafraîchir le portail. Voilà. Donc ici, on voit maintenant Active Directory activé, et le domaine qui est joint, c'est almighty.local. Donc ici, ça fonctionne bien, on a bien joint le domaine. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut créer le partage de fichiers, mettre les permissions SMB dessus, et enfin mettre les permissions NTFS pour pouvoir écrire les données dedans. Donc ici, je me dirige vers
Overview et je vais créer un partage. Donc je clique sur plus File Share et je vais l'appeler, je ne sais pas moi, NextGen Data Center. Non, c'est en minuscule qu'il faut le saisir. Voilà. Comment ça fonctionne pour les permissions SMB? C'est tout simple. Vous cliquez sur votre partage dans Azure. Vous sélectionnez Access Control IAM ici. Vous cliquez sur Add Role Assignment. Et ici, vous avez 3 rôles qui existent. Il y a le rôle Storage File Data SMB Share Contributor qui permet en fait d'avoir les droits lecture, écriture et modify sur le partage. Vous avez le même avec Elevated qui permet de modifier en plus les permissions NTFS et Reader qui permet de faire la lecture. Effectivement, c'est bien du SMB3 qui va fonctionner sur le compte de stockage, donc entre le client et le compte de stockage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Elevated Contributor et je vais me mettre moi-même, donc mon compte qui est là. Et je vais mettre, bon, normalement, pour le faire propre, il faut mettre des groupes, il ne faut pas mettre des utilisateurs, c'est plus facile à gérer. C'est plus facile à gérer en production de gérer ça via des groupes que via des utilisateurs, mais ici, c'est vraiment pour l'exemple que je fais ça. Ici, on va mettre un autre utilisateur, par exemple, Share Contributor, et on va mettre ce bon vieux Jack Daniel, voilà, qui est là, et je l'ajoute. Et une fois que vous avez ajouté les permissions, vous retrouvez dans Role Assignment les permissions que vous avez appliquées au niveau du partage, qui sont ici. Donc là, on a géré les permissions au niveau SMB. Donc là, maintenant, il va nous manquer les permissions au niveau NTFS. C'est aussi simple que ça aussi. On va monter le partage dans l'explorateur Windows de ma VM. Donc là, je me dirige ici. Sur le partage de fichiers, je fais propriété et je récupère le chemin qui est là. Et je vais le coller de l'autre côté. Donc je vais me prendre un notepad. Ok, donc le chemin SMB, bah, c'est pas compliqué, hein. Vous virez ces trucs-là et vous mettez anti-slash, anti-slash. Et ça vous fait votre chemin SMB. Donc je vais le monter dans l'explorateur Windows. Donc je copie ça. Je vais dans l'explorateur Windows. Je fais Map Network Drive. Je spécifie le chemin. Je fais Finish. Et là, il va monter le partage. Donc là, j'ai bien utilisé mon identité pour m'authentifier sur le partage via SMB, parce que là, je suis connecté avec mon compte rcr@seromit.com. On peut le voir normalement ici. Si je regarde mon compte, est-ce que ça va l'indiquer? Ah, on va recommencer. Bon, ça bug, c'est l'effet démo. Donc, je vais vous demander de me croire sur parole. Donc, je suis bien connecté avec le compte rcr@seromit.com qui est synchronisé aussi dans Azure AD et c'est ce qui me permet d'avoir une identité unique entre l'on-premise et Azure. Maintenant, comment je fais pour gérer les permissions NTFS? Ben, simplement, je fais clic droit propriété ici. Je fais sécurité. Et donc là, ben, je spécifie mes permissions. Donc là, Romain Serre, par exemple, je vais lui mettre full control pour les permissions NTFS. Et il n'y a rien qui m'empêche d'ajouter donc un groupe du domaine directement dans les permissions. Bien penser de mettre les permissions SMB sur le portail Azure aussi, mais il n'y a rien qui m'empêche donc de gérer les permissions ici. Allez. Et c'est encore l'effet démo. Ah, ça y est. Donc vous voyez, ici, je peux rajouter donc des groupes qui proviennent, des groupes ou des utilisateurs qui proviennent de mon domaine. Donc par exemple, j'ai un groupe pour toute la gestion de l'infra qui s'appelle Fabric Admin. Je l'ai choisi, je peux mettre full control. Voilà.
Donc, voilà. Donc, depuis le portail Azure, on gère les permissions SMB. Depuis ici, on gère les permissions NTFS. Et grâce à tout ça, ben, on a un magnifique serveur de fichiers qui est disponible, euh, qui est accessible depuis n'importe où d'ailleurs, parce que vu que j'utilise du SMB chiffré, et si je laisse en public endpoint comme je l'ai mis tout à l'heure, n'importe qui peut se connecter sur le partage de fichiers depuis n'importe où. Donc après, si vous voulez filtrer l'accès, notamment via des virtual networks, vous pouvez le faire en faisant ici, vous avez ici, vous choisissez de filtrer par rapport à un réseau si vous le souhaitez. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous allez sur Private Endpoint Connections ici et vous rajoutez un Private Endpoint qui va permettre de créer une IP privée dans le Virtual Network Azure et ça permettra donc de se connecter sur le compte de stockage uniquement sur cette IP privée là. Donc ça permet de filtrer un petit peu l'accès au compte de stockage. Donc ça, là on a créé donc un compte de stockage avec un partage donc, qui remplace un serveur de fichiers. Tout le monde se connecte sur sur le compte de stockage pour éditer les fichiers. Bon, maintenant, imaginez que vous ayez 10 ou 15 succursales. Sur chaque succursale, on est 20 à 25 utilisateurs qui vont se connecter simultanément sur le compte de stockage. Ça peut coincer au niveau bande passante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des serveurs de cache on-premise pour permettre aux utilisateurs de travailler sur un serveur en local. Et ensuite, c'est le serveur de cache et le compte Azure qui vont synchroniser les données. Comment on fait ça? Avec un service qui s'appelle Azure File Sync et qui est compatible avec tout ce qu'on vient de faire. Donc, comment je procède? Je vais dans le marketplace ici et je vais créer le service qui s'appelle Azure File Sync. Donc, je fais créer. Je spécifie un resource group, donc je vais le mettre dans le même resource group que mon compte de stockage, donc Azure Files ici. Je spécifie un nom pour ce compte de synchronisation, donc je vais l'appeler Azure File Sync par exemple. Pour la région, il faut que Azure File Sync soit dans la même région que le compte de stockage. Donc tout à l'heure, j'ai créé le compte de stockage dans West Europe. Je vais créer donc l'Azure File Sync dans West Europe. Donc ici, ça va créer le service. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais peupler un petit peu mon arborescence pour l'avoir synchronisé. Donc je vais créer des fichiers, test, test 1, etc. On va se créer un petit document. Voilà. Donc le serveur sur lequel je suis connecté, j'ai installé l'agent Azure File Sync et qui est en attente en fait de configuration ici. Là, j'ai créé un répertoire que j'ai appelé NextGen Data Center qui va permettre de synchroniser les données à l'intérieur de ce dossier-là. Donc là, je retourne sur Azure. Le service est bien déployé. Je vais dedans pour le configurer. Donc, qu'est-ce qu'il me demande dans un premier temps? Il me demande d'enregistrer donc une machine. Donc actuellement, il n'y a aucune machine à enregistrer. Donc, pour enregistrer une machine, il faut télécharger l'agent et l'installer sur le serveur. C'est ce que j'ai déjà fait. Donc maintenant, je vais procéder à la configuration de l'agent. Donc, je vais copier le nom du service et je retourne dans mon serveur. Donc ici, il me propose donc de m'enregistrer sur le service. Donc première chose, il me demande si je suis un Cloud Solution Provider, donc c'est pas le cas, donc je laisse décocher. Et il me demande mon type d'environnement. Est-ce que je suis un gouvernement américain? Non. Est-ce que j'utilise le service public Azure? Oui. Donc je sélectionne ça. Je fais sign in. Bon, il me demande mon login et mon mot de passe pour m'authentifier sur le portail. Donc je spécifie mon login et mon mot de passe. Hop. Là maintenant, je suis authentifié sur mon compte Azure. Donc je spécifie mon abonnement Azure. Je spécifie mon ressource group où est mon service de synchronisation de fichiers. Donc je l'ai mis dans Azure Files. Et je choisis mon service de synchronisation que j'ai appelé Azure File Sync. Je fais register. Et donc là, ma machine va s'enregistrer auprès du service qui est en ligne.
OK, donc je retourne dans le portail Azure. Donc, je vais faire un petit refresh et normalement, ma machine devrait apparaître. Elle est bien ici, elle est bien détectée, elle est online. C'est bien Windows Server 2019 avec la version 9.1 de l'agent. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Maintenant que j'ai mon agent qui est enregistré, je vais créer un groupe de synchronisation qui va faire le lien entre le compte de stockage et la machine que je viens d'enregistrer dans le portail. Donc, première chose, je vais créer un groupe de synchronisation. Donc, je donne un nom, je vais l'appeler NextGen Data Center, par exemple. Je choisis un compte de stockage. Donc là, je vais choisir celui que j'ai créé tout à l'heure, que j'ai intégré dans mon AD on-premise. Et je choisis un partage, donc celui que j'ai créé, où j'ai mis des documents dedans. Donc là, je fais Create, et donc ça va me créer le groupe de synchronisation. Dernière pièce manquante dans mon groupe de synchronisation, bah, c'est de renseigner le serveur. C'est de renseigner le serveur on-premise avec lequel je vais synchroniser mon compte de stockage. Donc là, tout ce qui me reste à faire, c'est cliquer sur Add Server Endpoint, et je choisis donc mon serveur on-premise. Tout à l'heure, j'ai créé un répertoire à la racine que j'ai appelé NextGen Data Center. Donc, je vous remontre ici. Donc, l'objectif, c'est de synchroniser les documents que j'ai déjà créés dans ce répertoire. Donc, je copie ce chemin. Et je le colle ici. Ensuite, j'ai deux options. Première option, c'est le clock tiering. Vu que c'est un serveur de cache, ce n'est pas nécessaire que toutes les données qui sont dans le compte de stockage qui est dans Azure soient dans le serveur de cache. On va garder les données qui sont le plus fréquemment utilisées. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va configurer ce cloud tiering et on va dire, par exemple, qu'on veut préserver 20% d'espace libre sur le volume. Donc, les données qui sont fréquemment utilisées vont rester sur le disque. Celles qui ne sont pas fréquemment utilisées vont partir dans le compte de stockage. Et afin que les utilisateurs puissent quand même accéder aux données qui sont uniquement dans le compte de stockage, il y aura un pointeur. Et lorsque l'utilisateur cliquera sur ce pointeur, la donnée sera téléchargée. Donc ça, je vais le laisser désactiver. Deuxième option, offline data transfer. Imaginons que vous ayez des pétas de données à transférer dans le compte de stockage. Vous pouvez demander à Microsoft qui vous fournisse une Azure Databox. Donc, c'est une sorte de disque dur externe où vous allez décharger vos données dans cette Azure Databox qui va être transférée dans les data centers Microsoft et vont se charger de transférer les données de ce disque vers le compte de stockage. Et ça évite donc de ploder et de consommer de la bande passante pour transférer les données. Donc là, ce n'est pas le cas. Je laisse à disable. Je fais create, et donc là, il va initier la synchronisation entre le compte de stockage Azure et le serveur qui est censé être on-premise. On va laisser 30 secondes le temps de se provisionner. Donc là, les données que j'ai créées tout à l'heure dans le partage sont censées redescendre dans le répertoire C2.NextGen Data Center de mon serveur on-premise. Donc, je retourne sur mon serveur. Et vous voyez, donc, dans ces deux points ici, NextGen Data Center, j'ai bien mes répertoires que j'ai créés tout à l'heure directement sur le compte de stockage. Donc, j'ai bien synchronisé mes données avec un serveur qui est on-premise. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet d'avoir des use cases avec une entreprise qui a plein de branch office. Et ça permet donc de distribuer des serveurs de cache un petit peu partout. Et ça permet surtout d'éviter de consommer de la bande passante pour accéder au compte de stockage. Dernier point à voir ensemble, c'est la partie backup. Donc là, on a déchargé des données dans le cloud, c'est très bien. On a fait des serveurs de cache. Le seul problème, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un ransomware, on n'est jamais à l'abri d'un utilisateur qui supprime des données sans faire exprès. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un service de backup, donc notamment Azure Backup, pour protéger ces fichiers. Comment ça se passe? On retourne dans le marketplace. On recherche donc le service Azure Backup. Et donc là, vous avez un truc qui s'appelle Backup on Site Recovery. Donc c'est le même service qui fait à la fois le PRA
donc via le service Azure Site Recovery, et la partie backup via Azure Backup. Donc je clique ici, je fais Create, et je spécifie donc mon ressource group. Donc je vais rester dans le même, hein, je l'ai appelé dans Azure Files, et je donne un nom à ce service. Donc je vais l'appeler Azure File Backup. Il faut aussi que le service de backup soit dans la même région que le compte de stockage pour pouvoir le backuper. Sinon, vous ne verrez pas apparaître le compte de stockage dans la liste des comptes de stockage disponibles pour être sauvegardés. Donc, je fais Review and Create, je fais Create, et donc ça va me créer donc l'entité qui va me permettre donc de faire du backup. Donc, comme je vous l'ai précisé juste avant, ce service-là permet à la fois de faire du backup et du PRA. Donc, c'est pour ça qu'on a deux modules à l'intérieur et qu'on a un Getting Started pour la partie backup et pour la partie Set Recovery. Là, ici, la seule chose qui nous intéresse, c'est la partie backup. Donc, je vais sur Getting Started du backup. Là, il me pose deux questions. Où se situent les données à sauvegarder? Donc, Azure Stack ou On-Premise. Donc, ici, c'est sur Azure. Et qu'est-ce que je souhaite backuper? Donc, des fichiers Azure File Share. Je fais backup. Je sélectionne mon compte de stockage, donc il n'apparaît pas encore, il est en train de faire une découverte. Donc on va attendre 30 secondes qu'il découvre mon compte de stockage. Donc qui a 5 Z normalement, pas 3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en attendant, dans le chat. Donc mon compte de stockage vient d'apparaître, je le sélectionne. Donc là, il est en train de s'enregistrer auprès du compte de stockage. Ensuite, il va découvrir les partages qui existent afin d'être sauvegardés. Donc pareil, ça prend 30 secondes, le temps qu'il scanne les partages. Donc là, il n'y en a qu'un normalement dans ce compte de stockage, celui que j'ai appelé NextGen Data Center. Ici, on voit bien que le service est synchronisé via Azure File Sync, donc il marque synchronisation activée. C'est ça que cette information donne l'état en fait de la synchronisation. Donc je coche la case, je fais OK. Et enfin, je spécifie une politique de rétention pour mes backups. Donc je vais en créer une nouvelle que je vais appeler, je sais pas moi, Azure File Backup, pareil. Vous choisissez votre planification de sauvegarde. Donc ici, tous les jours, on n'a pas trop le choix. À quelle heure vous souhaitez sauvegarder vos fichiers? Donc, par exemple, à 10 heures du soir. Alors, là, on va le mettre à 9 heures, à 8h30 par exemple. Vous choisissez votre plage horaire. Donc moi, je suis vers Paris, il me semble encore. Donc je choisis Paris. Et vous choisissez le nombre de points de rétention. Donc si vous choisissez 30 jours, ben, vous aurez 30 points de restauration. Et chaque jour, vous pouvez restaurer donc, les données de la veille. Donc après, c'est vous qui choisissez. Moi, par exemple, je vais mettre 14. Vous faites OK. Et donc, ça va permettre d'activer le backup et de sauvegarder vos fichiers directement depuis Azure. Donc, ça va prendre quelques temps. Donc, ce qui est intéressant avec cette solution-là, c'est que vu que les fichiers sont centralisés sur le compte de stockage dans Azure, même si vous avez les serveurs de cache on-premise, toutes les données sont dans Azure et ça permet de backuper uniquement le compte de stockage qui est dans Azure et vous avez fait le backup global de votre infrastructure de serveur de fichiers. Puisque toutes les données sont synchronisées via Azure, donc tout est présent. Il n'y a pas besoin de backuper les serveurs qui sont on-premise, les serveurs de cache notamment, puisque les données sont déjà présentes dans Azure. L'autre point fort de Azure Backup, c'est la restauration des gros fichiers. Donc j'ai fait quelques tests. Restaurer des fichiers de 500 Go, de 600 Go, ça se ferait vraiment en claquant des doigts. Hein. Ça se fait en 15 secondes. Le fichier est directement restauré dans le compte de stockage. Donc ça, c'est vraiment appréciable de pouvoir restaurer des fichiers volumineux très rapidement.
Et l'autre intérêt, bah, évidemment, c'est que tout se fait depuis le portail Azure. Donc là, il est en train de configurer le backup, donc on va attendre un petit peu. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai un œil sur le chat simultanément. Donc là, la configuration s'est terminée. On voit qu'il y a un objet qui est sauvegardé, donc mon partage de fichiers, pardon, qui est ici. Il est en attente du premier backup. Donc là, je peux lancer par exemple un backup now. Donc là, il va lancer un backup et vous voyez, donc depuis cette interface-là, c'est ici qu'on peut supprimer les données sauvegardées, qu'on peut arrêter le backup, qu'on peut relancer un backup, qu'on peut faire une restauration au niveau du fichier ou qu'on peut restaurer le partage complet directement. Donc j'aimerais bien que le backup se réalise pour que je puisse vous faire une démonstration. Mais des fois, ça met un peu de temps à faire la copie initiale. Alors, bah, tant que ça réfléchisse, ce que je peux vous montrer, c'est comment calculer le coût de tout ce que je viens de mettre en œuvre. Comme ça répondra à votre question. Donc, bah, tout simplement, il faut aller dans Azure Calculate. Donc, outil de calcul de tarification ici. Alors, je vous conseille de vous mettre en anglais parce que en français, je ne retrouve jamais le nom des services parce que la traduction laisse un peu à désirer. Donc, je me mets plutôt en anglais. Donc, première chose à prendre en compte, c'est le compte de stockage. Alors, je vais regarder si je n'ai pas d'autres services en attente. Donc, celui-là, je vais le fermer. Je vais en créer un nouveau. Donc, première chose, le compte de stockage. Donc, je rajoute le compte de stockage. Je choisis ma région. Donc là, je me suis mis par exemple en West Europe. Je choisis le type. Ici, c'est fichier. Le niveau de performance, donc premium ou standard. Moi, je reste plutôt sur la partie standard. La partie, donc, choisis un compte de stockage V2, le type de redondance, la capacité estimée. Donc, par exemple, allez, pour que ce soit valable, on va mettre 10 Tera, par exemple. Vous pouvez activer des snapshots depuis peu sur le compte de stockage. Donc, si vous souhaitez sauvegarder complètement le compte de stockage, vous pouvez faire un snapshot. Donc, vous choisissez la taille des snapshots. Donc, on va en faire un, par exemple, de 10 Tera. Vous configurez les options des opérations et surtout ici, vous configurez le nombre de serveurs de fichiers que vous synchronisez on-premise, donc avec Azure File Sync. Donc par exemple, si vous en mettez 5, bah, ça fera 25 $. Alors je vais mettre en euros quand même, ce sera plus facile à lire. Ça fait 4,22 € par serveur, donc 21 € à peu près, quoi. Une fois que vous avez fait ça, il faut aussi compter l'Azure Backup. Donc Azure Backup qui est là. Donc pareil, je vais le mettre en West Europe. Alors là, il y a un petit défaut encore, puisque Azure Backup pour la partie fichier est passé en GA il n'y a pas longtemps. On n'a pas encore le calcul. Donc ce que je fais en attendant, c'est que je mets une VM avec la capacité que je veux backuper. Pardon. Donc 10 Tera par exemple. Je choisis mon niveau de redondance, le nombre de points de rétention que j'ai mis tout à l'heure, donc 14 par exemple. Et ça me donne approximativement le coût de la sauvegarde. Voilà. Et enfin, il reste la partie C2C VPN que j'ai créée tout à l'heure. Donc pour ça, j'ai mis une gateway. Donc VPN gateway ici. Alors la gateway, pareil, elle est en West Europe. Alors, Europe, c'est là. Je choisis le type de VPN, donc je prends la première base pour la production. Pour moi, c'est la VPN GW2 AZ ici. Je choisis le nombre d'heures, donc généralement c'est l'UMH 24, donc 730 heures. 30. Vous aurez généralement un seul VPN site à site, parce qu'après c'est l'Azure Facing, donc il y en a 10 qui sont gratuits, donc je laisse à 0. Et vous choisissez les données qui vont être échangées. Donc il faut calculer le changement incrémental. Donc sur 10 Tera, allez, on va être vraiment très large, on va dire 10%, donc ça fait 1 Tera, mais c'est jamais ce qui va se passer, quoi.
Donc là, on a à peu près le coût global de la solution. Donc ça fait 1500 euros par mois pour 10 Tera, quoi. Donc voilà comment je calcule à peu près le coût de la solution. Voilà. Alors ensuite, bonsoir Charbel. Je comprends pas ta question. C'est pour faire la blague avec l'espace de stockage direct. Donc, avec Azure Backup, il est possible de protéger évidemment les VM, mais avec Azure FileSync et Azure Backup, c'est pour la partie fichier, pas pour la partie VM, mais je suis sûr que tu le sais déjà. Quels sont les coûts des métriques? Donc ça, je viens de le dire, à l'unité de serveur et du stockage disque. Donc là, il y a toutes les infos. Donc le stockage disque, c'est le storage account. Il y a la partie Azure Backup, c'est pour la sauvegarde. Dans le compte de stockage, ici, il y a la partie Sync Servers, ici, et c'est ce qui permet de calculer le coût des serveurs de cache on-premise. Donc, si vous avez 5 succursales et que vous avez besoin de synchroniser 5 serveurs de fichiers on-premise avec le compte de stockage, ben, vous mettez 5 et c'est 4,22 € le serveur à synchroniser. Et évidemment, si vous voulez que votre compte de stockage ne soit pas accessible uniquement via Internet, mais via un private endpoint, bah, il faut calculer le coût via le site-to-site VPN. Mais moi, quoi qu'il arrive, j'ai mis le site-to-site VPN parce que j'ai intégré mon compte de stockage dans mon AD on-premise. Et donc, j'ai besoin d'un trafic entre mon AD et mon compte de stockage. Et vu que la passerelle allumée 730 heures par mois, ben, ça donne ce coût-là. Voilà. D'autres questions? Donc, on va aller voir si le backup initial s'est lancé. Je n'y crois pas. Si, c'est bon. Alors, je vais pouvoir procéder à la fin de la démonstration. Donc là maintenant, on a le backup. Donc je peux faire de la restauration au niveau fichier en cliquant sur File Recovery ici. Donc je sélectionne un restore point, donc ben, celui de maintenant, hein. Et enfin, je choisis les fichiers à restaurer. Donc je fais Add Files. Et ici, donc on retrouve les fichiers que j'ai créés tout à l'heure, un test, test1, NextGen Data Center. Je sélectionne mon fichier, je fais Select. Et je choisis si je veux le restaurer à l'emplacement original, dans un emplacement alternatif. Est-ce que je réécrase le fichier ou est-ce que je passe? Donc là, après, c'est vous qui choisissez la façon dont vous voulez restaurer. Donc après, vous faites OK et donc vous restaurez votre fichier de cette façon-là. Vous pouvez restaurer le partage complet en cliquant ici. Donc, pareil, hein, vous choisissez votre point de restauration. Et vous choisissez si vous voulez réécraser en l'emplacement original ou dans un autre emplacement. Voilà, comme tout à l'heure. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout ce que je veux vous montrer par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est très intéressant comme use case, surtout aujourd'hui avec notre ami le Covid-19. Ça permet donc aux utilisateurs d'accéder aux fichiers de l'entreprise sans pour autant devoir passer par un VPN ou des solutions un petit peu plus lourdes. Je trouve que ça s'intègre bien pour, on va dire pour les fichiers globaux de l'entreprise, parce que les fichiers personnels à l'utilisateur, ils iront plutôt sur OneDrive. Mais les fichiers globaux à l'entreprise, où il y a plusieurs personnes qui travaillent sur les fichiers, iront plutôt là-dedans. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de remplacer un serveur de fichiers. Et on connaît les problèmes des serveurs de fichiers, hein, les migrations entre deux serveurs, notamment quand on veut passer je sais pas, d'une version 2012 vers une 2016. La gestion des arborescences, enfin vraiment la gestion globale des serveurs de fichiers, c'est souvent problématique. Là, on se passe complètement de ces problématiques parce qu'on est en mode passe et on s'occupe plus de l'infrastructure qui est en dessous. Donc là, l'intérêt de la solution, c'est qu'il n'y a pas de VM, c'est vraiment du full pass. Et pour moi, c'est là où est l'intérêt du cloud, c'est quand il n'y a pas de VM en fait. C'est du pass quoi. Le lift and shift déplacement de VM, pour moi, a très peu d'intérêt. Le gros avantage, c'est la puissance de ces outils, c'est ça, c'est le mot de passe quoi. Donc voilà, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais arrêter l'enregistrement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. On a encore un peu de temps et je pourrais y répondre. Pas de questions, ça a été clair? J'espère que vous avez compris le but de tout ça, parce qu'au début, ça peut être rapidement confus.
via l'intégration du compte de stockage et tout ça, mais j'espère que vous avez bien compris. En tout cas, cette vidéo sera disponible sur le YouTube, donc vous pourrez la revisionner. Vous pourrez la revisionner plus tard, ou la partager si vous le souhaitez. Dès qu'elle est disponible, donc je la publie et je ferai un partage sur LinkedIn comme d'habitude pour donner le lien de la vidéo. Normalement, si tout se passe bien, le mois prochain, on va recevoir une personne de chez Microsoft US, qui est Cloud Advocate, et qui devrait nous présenter VMware sur Azure. Donc, il devrait nous faire une démo de la solution. Ça sera une session en anglais. Donc, j'espère que la langue ne vous fera pas peur. Ça risque d'être intéressant parce que c'est une personne de Microsoft qui présente le produit. Et puis, VMware sur Azure, ça peut répondre à certains use cases, notamment si vous avez des clients VMware et qui se posent encore la question d'aller sur un hébergement cloud. Donc, j'espère que ça va se faire, qu'il n'y a pas de problème lié à l'état général actuel du monde. Mais je vous tiendrai au courant rapidement dès que j'ai plus d'informations. Voilà. Alors, cette solution remplace Store Simple, on va dire oui et non. Store Simple, c'est du matériel quand même c'est une espèce de baie de disque. Mais avec le serveur de cache avec Azure Facing, ça fait quand même le remplaçant, quoi. On peut faire ce système de tiering. Le truc, c'est que Store Simple permettait de faire d'autres use cases que du serveur de fichiers. Il y avait des use cases notamment pour stocker de la VM, même si je voulais absolument pas le faire, hein, évidemment. Mais il y avait d'autres use cases, de la VM, il y avait du backup, des choses comme ça. Là, c'est pas l'objectif d'Azure Facing, c'est vraiment la partie fichier. Après, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez encore du Store Simple, fuyez. Mais de toute façon, Store Simple est en fin de garantie et en fin de support, donc ça devrait disparaître. En tout cas, Azure Facing, Azure File, etc., ça remplace une partie de Store Simple, mais pas complètement l'ensemble de la solution. Voilà. Non, ça remplace pas, justement, ça remplace pas Azure Store Simple. Ça remplace, si tu veux, ça remplace la partie Azure Store Simple sur la partie fichier, mais ça remplace pas tous les use cases que permet de faire Azure Store Simple. Voilà. Azure Facing, c'est vraiment de la synchro fichier pur et dur, et c'est tout ce qu'on va faire. C'est vraiment pour les fichiers de l'entreprise. Azure Store Simple, il y a d'autres use cases derrière. Sachant qu'aujourd'hui, personnellement, mon Azure Store Simple, j'évite aussi de le déployer. Je pense qu'il y a d'autres outils dans Azure qui permettent de régler les problématiques. Donc là, ce que va être proposé VMware sur Azure, ça permet en gros d'intégrer des ESX qui sont hébergés dans Azure, dans le vCenter qui est on-premise, comme le fait VMware sur Amazon. Donc ce sera l'équivalent. Voilà. Ok. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement. Et je vous remercie de votre présence. Et j'espère vous voir nombreux le mois prochain si j'arrive à avoir cette session et que j'ai pas de contretemps. En tout cas, si j'ai un contretemps, je me chargerai d'essayer de présenter autre chose. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée.